Public Sénat, avec le soutien de l'Assemblée des départements de France et TV Rennes, présente le Congrès des départements de France. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Bienvenue à Rennes où Public Sénat est installé pendant 2 jours pour vous faire vivre le 88e congrès des départements de France. Un congrès qui s'est achevé tout à l'heure avec la venue de Jacqueline Gourault et de Sébastien Lecornu, les ministres des collectivités territoriales. Mais je vous propose tout de suite de suivre l'un des débats qui avait lieu ce matin. Il était consacré au rôle des départements dans la revitalisation des territoires. Il est notamment question de la crise des centre-ville, de la fracture numérique. Et cette table ronde, elle a pour but de comprendre ce que font les départements pour y remédier. Parmi les intervenants de cette table ronde, le sénateur de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, qui est également le co-auteur de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie territoriale. Une table ronde animée par Jean-Léonce Dupont, le président du département du Calvados, qu'on écoute tout de suite. Vas-y. Bien, merci Dominique pour cette nouvelle épreuve sportive et je voudrais bien sûr saluer l'ensemble de la salle et dire le plaisir que j'ai d'être ici à Rennes, remercier Jean-Luc également. Alors nous allons parler au cours de cette table ronde pendant 1h10 de la manière dont les départements constituent les véritables moteurs des réseaux territoriaux. Et vous le savez, je l'ai dit souvent, je pense que la strate départementale est effectivement la strate qui correspond à l'ensemble de ce réseau. Ce faisant, nous allons incarner l'ensemble de nos piliers fondamentaux que sont les solidarités territoriales. Et je le dis, nous assurons effectivement légalement le chef de fila et plus particulièrement, nous allons partager un certain nombre d'expériences autour d'une ingénierie territoriale performante, je le sais, et pleinement pertinente. Avant d'aborder concrètement le cœur de notre table ronde, je voudrais simplement la situer dans un contexte peut-être un tout petit peu plus global. Alors chacun le sait, depuis déjà pas mal d'années, et encore pendant notre congrès, nos départements sont en négociation de manière permanente avec les gouvernements successifs sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Je parle bien entendu du RSA, plus généralement des allocations individuelles de solidarité. Je parle de la baisse des dotations de l'État, de la réforme de la fiscalité locale, de la prise en charge des mineurs non accompagnés ou encore de l'organisation de la sphère publique elle-même. Nous n'avons eu de cesse de revendiquer à raison un rééquilibrage de nos relations financières et politiques avec l'État. Force est de constater, y compris ces derniers jours, que nous pouvons nous interroger objectivement sur les résultats que nous avons obtenus. Et il s'est tissé, je crois, au fil du temps, des incompréhensions de plus en plus fortes entre l'État central d'un côté et les collectivités territoriales de l'autre, et notamment particulièrement les départements. C'est au point de se demander très honnêtement quelle est au fond l'opinion que se sont forgés un certain nombre de décideurs nationaux sur nos collectivités locales, et je dois vous le dire, je m'interroge même personnellement sur les véritables intentions d'un certain nombre de décideurs nationaux quant à la place même des départements dans la France du XXIe siècle. Alors il y a un certain nombre d'alertes. On parle ici de renforcement du rôle de l'État, vous le savez par exemple, renforcement de la CNSA par rapport au MDPH. On nous fait une étude sur les écarts éventuels de dépenses entre départements en matière de collège. Je n'ai pas entendu qu'il y ait d'études équivalentes sur les lycées ou sur les écoles primaires. On a la différenciation des problématiques financières de l'ensemble de nos départements. Bref, quand on regarde l'ensemble de ces données, je me répète, on peut s'interroger sur ce que pensent certains décideurs nationaux sur la place même des départements dans ce nouveau siècle. Et c'est dans cette situation bien précise, à un moment où nous vivions objectivement une certaine tension particulière avec le gouvernement, que notre président, Dominique Bussereau, et le bureau de l'Assemblée des départements de France m'ont confié de réunir un groupe de travail afin de réfléchir à ce que pourrait être une vision rénovée de la place des départements dans les territoires et de préfigurer un dialogue positif avec le gouvernement susceptible de dépasser les attentes réciproquement déçues de ces dernières années. J'ai accepté évidemment très volontiers cette mission. Honnêtement, je savais que ce n'était pas très simple,
Mais je remercie quand même à nouveau Dominique et la confiance du bureau qui a été donnée. Alors, je me suis entouré d'un groupe de travail qui a été composé des représentants de 5 présidents de nos différentes sensibilités, de 5 directeurs généraux, et nous avons eu l'appui de l'ensemble des équipes de l'ADF, et vraiment je tiens à les remercier. Ce groupe s'est réuni un certain nombre de fois en septembre, en octobre. Il s'est appuyé sur une bibliographie assez complète, une analyse attentive de tous les discours, déclarations, décisions qui ont été prises tout à fait récemment. Nous nous sommes attachés à reparler de nos compétences, de nos politiques publiques, des missions que le département serait objectivement les plus à même de mener avec efficacité et la meilleure performance publique. Nous sommes sortis du débat sur les finances départementales. C'est-à-dire que nous avons considéré que ça n'était pas un préalable, mais plutôt un moyen après avoir effectivement une vision. Nous nous sommes donnés pour obligation de ne formuler que des propositions responsables, c'est-à-dire à la fois sobres financièrement et qui ne nécessitent pas un lourd travail normatif de mise en place. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, nous nous sommes attachés à ne formuler que des propositions respectueuses de tous nos partenaires, que ce soit les autres collectivités territoriales, que ce soit naturellement l'État lui-même, pour essayer de viser un consensus le plus large possible. Notre groupe de travail restituera son rapport lors du prochain bureau de l'ADF, et il ne m'est donc pas permis aujourd'hui, avant que le bureau n'ait rendu un avis, d'entrer dans les détails. Je peux vous dire simplement que notre groupe de travail s'est forgé la conviction que face aux grands enjeux contemporains d'action publique, il n'était pas nécessaire de réinventer un monde qui existe pratiquement déjà, ou tout au moins qui présente déjà des atouts pour constituer rapidement le socle idéal afin d'agir efficacement. Vous le savez, nous sommes ancrés dans la Constitution française, forts d'une légitimité démocratique. Nous avons des réseaux territoriaux de proximité et donc les départements, je le dis, forment aujourd'hui un équilibre idéal entre le local et le national. Ils incarnent des territoires vécus comme autant d'identités locales vibrantes, précurseurs dans la contrainte, et c'est peu de le dire. Eh bien, nous sommes, me semble-t-il, outillés et nous sommes aujourd'hui, affirmons-le, parmi les administrations publiques les plus résilientes et les plus performantes de notre pays. Fiers de ces bases, je crois que nous pourrions tous ensemble nous dire prêts à relever encore une fois le défi de la modernisation et de l'innovation en nous réinventant pour mieux servir la République. Et parce que plus que jamais, la France a besoin de la respiration des territoires, de la reconnaissance de nos initiatives et de nos talents, les départements doivent se tenir prêts, me semble-t-il, à faire le pari de leur pleine responsabilisation. Et c'est pour ça que j'ose, dans ce rapport, parler d'un New Deal départemental qui est en fait basé sur les principes de responsabilité, d'efficacité et d'égalité. Alors ce rapport sera basé sur 4 piliers. Je ne vous en donne que les titres. Le premier pilier, c'est évidemment la solidarité sociale, mais simplifiée, renforcée, de proximité. Le deuxième pilier, c'est l'ingénierie territoriale, unifiée, dynamisant le développement local et l'innovation. Le troisième pilier, c'est le développement performant, plus homogène, moteur de nouvelles synergies locales. Et le quatrième pilier, c'est le département responsable dans le redressement notamment des comptes publics. Alors vous le voyez, 4 piliers. L'un des piliers, c'est mon lien avec la table ronde d'aujourd'hui, c'est naturellement l'ingénierie territoriale. Et donc en matière d'ingénierie territoriale, notre groupe de travail, comment vais-je le dire, a été pour le moins circonspect de la manière dont se conçoivent actuellement les antennes départementales de la future Agence nationale de la cohésion des territoires autour des préfets, des sous-préfets de département, à l'heure où l'ingénierie de proximité de l'État, où l'ingénierie de proximité que l'État mettait à la disposition des collectivités locales a en réalité, nous le savons tous, pratiquement disparu. Partant du principe que par la loi, ce sont les départements qui ont compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, dont ils sont les chefs de file, ne serait-il pas plus cohérent que ce soit nous qui nous organisions afin de créer des agences départementales d'ingénierie et d'infrastructure, réunissant tous les partenaires institutionnels locaux, avec une présidence
issus des rangs de nos conseils départementaux démocratiquement élus. Le pas à faire, en réalité, n'est pas si grand. Le vide laissé dans les territoires par la disparition de l'ingénierie de l'État a déjà, en fait, incité, vous le savez bien, la grande majorité de nos départements à s'organiser en matière d'ingénierie territoriale. Et de fait, aujourd'hui, plus de 70 départements ont formalisé sous différentes formes, en régie ou grâce à des agences techniques départementales, il en existe à peu près une quarantaine, une offre d'ingénierie structurelle. Nos aides revêtent en fait plusieurs formes. Tout d'abord, le financement traditionnel des projets locaux. Sachant que les départements ont attribué 1,6 milliard aux collectivités locales en 2017. Ensuite, l'apport en aide technique, réalisé en régie ou par des services des départements, par des structures associées, financées ou administrées par nos départements. Je pense aux agences techniques départementales, aux CAUE, aux agences de tourisme et d'attractivité, à nos offices HLM, aux établissements publics fonciers locaux. Les champs sont effectivement très ouverts. Les routes, les réseaux, les infrastructures, les bâtiments, les projets de territoire, la gestion de l'eau, de l'assainissement, la GEMAPI, et la liste n'est pas exhaustive. Et puis également, nos départements sont pourvoyeurs d'ingénierie en soutenant et en administrant les 70 laboratoires départementaux d'analyse qui ont un rôle essentiel en termes de veille, de prestations et de conseils sanitaires. Aussi, plutôt que d'inventer un nouveau monde, capitalisons plutôt sur le monde tel qu'il existe déjà, surtout s'il est de surcroît prêt à se rénover. Plutôt que des confuses et potentielles creuses agences d'ingénierie territoriale de l'État, développons pleinement les agences d'ingénierie territoriale des départements. À cet égard, le décret d'application de la loi NOTRe relatif à l'ingénierie territoriale des départements a été récemment approuvé par le Comité national d'évaluation des normes et il est sur le point d'être transmis au Conseil d'État. Il va nous permettre d'aller plus loin dans le domaine de l'aménagement, de la voirie, de l'eau, de l'assainissement, de la restauration. Mais je voudrais dire que s'il y a une clarification des missions, il y a néanmoins quelques critères, et notamment des critères de taille, qui me semblent poser problème. Je vous dis franchement, quand je regarde le département du Calvados, quand je regarde ce que ça donne, la carte du Calvados devient un gruyère. Et comme vous le savez, depuis Coluche, le gruyère, ça présente des trous, et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Nous pourrions, nous le pensons, aller plus loin en portant jusqu'au bout de la logique des agences départementales d'ingénierie et d'infrastructure. Me semble-t-il, il ne serait pas incohérent que ces agences aient demain pour mission d'organiser des plateformes unifiées des différents dispositifs d'aide au territoire, actuellement gérés par les départements et par l'État, en vue de coordonner les financements croisés, de mutualiser l'instruction des dossiers, d'augmenter les effets de levier et de dégager une vision enfin cohérente des aides au territoire. Je pense qu'on a tous des exemples sur nos terrains de contrats mis en place ici ou là, dans lesquels on a fait émerger les priorités de territoire et où on voit en fait une dotation d'État qui vient choisir un projet qui justement n'entrait pas dans le cadre de cette cohérence. Il ne serait pas incohérent non plus que ces agences départementales aient un rôle de coordination pour mutualiser en leur sein les fonctions support des satellites locaux qui y trouveraient intérêt, que ce soit les PI, des PNR, des PETR, des gros syndicats mixtes d'échelle départementale. Dit autrement, ce serait la manière de reconnaître les départements comme un chef de file en matière d'interterritorialité et de simplifier ainsi la sphère publique locale. Enfin, il ne serait pas incohérent que ces agences départementales aient pour mission de porter un nouveau service public départemental de la donnée et de la sécurité des services numériques locaux pour accompagner la mutation des approches et des usages du numérique et qui est, chacun le sait, l'un des grands défis de notre siècle. Ce sont des idées qui méritent d'être mises en débat, car nous qui sommes intimement ancrés dans nos territoires, nous savons les besoins qui s'y trouvent. Dans un rapport sénatorial de 2010 sur l'ingénierie publique, le sénateur Yves Daudigny estimait à 30 000 le nombre de communes ou intercommunalités qui n'avaient pas les moyens d'organiser leur propre service d'ingénierie. Ce contexte a évolué avec le redécoupage des EPCI, l'apparition de communes nouvelles, mais le problème demeure en grande partie.
Et c'est un défi, me semble-t-il, formidable pour nos départements. Et je vous propose désormais d'échanger ensemble sur la manière dont nous pouvons, tous ensemble, effectivement le relever. Alors notre table ronde, eh bien, nous avons effectivement donc autour de Dominique. Donc nous accueillons Mathieu Darnaud, que je salue. Vous le savez, qui est sénateur de l'Ardèche, signataire de la proposition de loi Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale, proposée, votée au Sénat et en instance à l'Assemblée nationale. Valérie Simonet, président du département de la Creuse. Nathalie Sarabezol, présidente du département du Finistère. Joël Beaugrasset, président de la Fédération nationale des CAUE, conseiller départemental de Haute-Savoie. Et nous avons enfin Stéphanie Yoncourtin, présidente du groupe de travail sur les laboratoires d'analyse de l'ADF, vice-présidente d'un très beau département, puisqu'elle est vice-présidente du Calvados. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par donner la parole à Mathieu, qui, comme je le disais, est effectivement co-auteur d'une proposition de loi intitulée « Équilibre des territoires et vitalité de la démocratie locale ». Je vais donc directement... Alors, je vais demander à chaque intervenant, et vous avez bien compris, il nous faut une qualité de synthèse exceptionnelle. Je vais lui demander, bien évidemment, comment il conçoit le rôle des départements au service du développement des territoires, les principales dispositions de sa PPL qui concernent les départements, et peut-être, selon lui, quel est le rôle de l'État en matière d'ingénierie. Mathieu. Merci Jean-Léonce, merci de votre accueil. C'est pour moi l'occasion de venir, après le président Larcher hier, porter la parole du Sénat et redire que nous sommes à la Haute Assemblée très attachés, comme vous le savez, au département. Moi, je suis intrinsèquement, viscéralement départementaliste et je crois que les lois de réforme territoriale nous invitent à l'être encore un peu plus au quotidien quand on voit l'évolution de la carte institutionnelle française et de cette nécessaire proximité qu'appellent de leur vœu à la fois nos concitoyens, mais l'ensemble des forces vives au sein de nos territoires et plus particulièrement de nos départements. Alors, Jean-Léonce vient de le dire, nous avons souhaité au Sénat faire en sorte que l'ensemble des lois de réforme territoriale et tout particulièrement la fameuse loi NOTRe puisse faire l'objet de quelques correctifs convaincus, notamment au travers de ce que tu viens de dire, et tu l'as parfaitement bien dit, donc je ne vais pas y revenir, mais puisse venir corriger quelques problématiques, quelques imperfections constatées par tous, notamment en matière de solidarité territoriale et plus particulièrement encore en matière d'ingénierie territoriale. Et je vous parlerai, tu m'as demandé de finir par évoquer le rôle de l'État, puisque nous avions hier soir dans l'hémicycle le débat sur l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je vous livrerai mon ressenti sans langue de bois, promis, mais je pense qu'il y a vraiment nature à être très vigilant sur le sujet et je crois même pouvoir dire que les départements doivent être vraiment, et vous accueillerez tout à l'heure les ministres, un peu les fers de lance pour bien redire que vous n'avez pas attendu cette initiative de l'État pour vous enquérir et pour prendre à votre compte la question de l'ingénierie. Un mot sur le texte que nous avons voté au mois de juin et vraisemblablement Gérard Larcher a dû vous repréciser hier qu'il a demandé au président de la République que ce texte puisse être inscrit de la même manière qu'au président de l'Assemblée nationale le plus rapidement possible, pour réaffirmer notamment le rôle des départements. Le réaffirmer au travers de la solidarité territoriale, de son rôle en matière de solidarité territoriale, convaincu que la loi NOTRe a malheureusement fait un partage de compétences un petit peu à la hache et qu'aujourd'hui on en voit tout à fait les limites. Et sans revenir sur la clause de compétence générale, la philosophie que nous avons souhaité porter, c'est celle qui permet aux départements et qui permettrait aux départements d'aller encore un peu plus loin, convaincus qu'ils ont, eux, que vous avez, mesdames et messieurs les présidents de département, vice-présidents, la juste expertise sur votre territoire, que vous savez mieux que quiconque ce dont le territoire dont vous êtes président ou membre d'exécutif a besoin en matière notamment d'ingénierie, en matière d'infrastructure. Je
pas revenir sur le volet de l'action économique parce que ça a été très douloureux. J'ai vu la présidente du département du Doubs, avec qui nous avons largement parlé de ce sujet lorsqu'il s'est agi d'opérer les transferts de compétences entre les départements et la région. Et notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que le département puisse être chef de file en matière d'ingénierie, en matière de solidarité territoriale et qu'il puisse aller bien au-delà de ce que lui permet aujourd'hui la loi NOTRe, parce que c'est selon nous véritablement une barrière totalement rigide. Nous espérons effectivement que ce texte puisse prospérer pour que vous puissiez renforcer, si vous le souhaitez, votre rôle en matière d'ingénierie. J'insiste aussi parce que nous avons rendu mercredi avec le président Philippe Bas, qui était co-auteur de ce texte avec moi, un texte sur la revitalisation des communes. Et je pense qu'il y a là aussi quelque chose d'essentiel à lier le destin des départements à celui des communes. Je crois que ce couple département-commune, c'est un pilier essentiel de la vie démocratique française. Et tous les jours, nous en voyons l'extrême nécessité, malheureusement, l'affaiblissement du bloc communal, les difficultés qu'il y a à traiter les questions liées aux nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale, encore une fois, là aussi, nous invite à être très vigilants et à réaffirmer le rôle des départements qui est la seule, disons-le très clairement, collectivité aujourd'hui. Je passe la région sur d'autres volets, mais à être à l'écoute au quotidien du bloc communal. Et encore une fois, on l'a constaté, moi j'ai fait 62 départements de France, 62 territoires. À chaque fois, je crois que cette notion de proximité, de contact avec la population, c'est non seulement dans un temps où malheureusement nos concitoyens réaffirment et font preuve de toutes les inquiétudes, ce bloc qui peut permettre d'endiguer tout ce à quoi nous assistons et ce qui peut être inquiétant pour l'avenir. Je crois que c'est la force vive de nos territoires, les départements et les communes. S'agissant de l'ingénierie territoriale, comme je vous le disais, nous avons eu hier le débat sur l'Agence nationale de cohésion des territoires et leur préfiguration départementale. La première chose que je tiens à vous dire, parce que, et je vous invite peut-être à les interroger tout à l'heure, j'ai senti que les choses n'étaient quand même pas tout à fait calées, qu'il y avait encore des zones de flou et que la première des demandes du Sénat, puisque je vous rappelle que dans le texte que j'évoque, que nous avons voté au Sénat, nous avions senti qu'il pouvait y avoir ici et là des hésitations au niveau de l'État. Donc nous avions souhaité préfigurer de ce que pouvaient être ces agences, même si moi je fais volontiers mien les propos que vient de tenir Jean Léonce sur le fait que l'ingénierie aurait dû revenir au département. La volonté de l'État est tout autre. Moi ce que je dis, c'est qu'il y a 3 points de vigilance à avoir. Nous avons une ligne rouge sur la gouvernance. Moi, je le dis avec force, nous l'avons dit encore hier, nous avons voté à l'unanimité au Sénat un amendement du sénateur Hervé Marseille qui demande à ce que les élus, notamment les élus départementaux, et que la gouvernance soit majoritairement assumée par les élus des territoires. Je le dis quand bien même il s'agit d'une agence de l'État. Pour une seule raison, c'est que vous n'avez pas attendu en matière d'ingénierie à ce que l'État vienne vous dire qu'il fallait mettre bon ordre dans tout cela pour vous organiser. Et parce qu'encore une fois, moi j'ai entendu le préfet Morvan hier, qui est chargé de la préfiguration de ces agences, nous dire maintenant, une fois que le Parlement aura voté tout ça, on va se mettre à concerter, à mettre en place une plateforme informatique pour recenser les besoins dans les territoires. Moi, j'ai dit, halte là. Si vous mettez des élus à la tête de ces agences, en une semaine, ils sont capables de vous dire de façon exhaustive ce qu'il existe de procédures, d'outils sur le territoire pour être le plus efficient et le plus rapidement possible, parce qu'ils savent, fort de ce que je disais tout à l'heure, entre le lien commune-département, ce dont nos territoires ont besoin. Donc arrêtons d'aller inventer, encore une fois, des infrastructures dont on sait qu'elles ne seront pas efficientes. Premier point, donc la gouvernance. Deuxième ligne rouge, ce sont les moyens. Moi, je le dis très clairement, si c'est pour que ces agences soient les futurs aspirateurs de toutes les dotations qui existent de façon détournée au fil du temps, même si la ministre a clairement dit
que la DETR ne viendrait pas abonder les dotations ou les moyens de ces agences. Moi, je dis attention, vigilance, parce qu'il ne faut pas que ces agences, ce soit simplement une infrastructure qui ait vocation à mettre de la cohérence. Si elles ne sont pas dotées de moyens, je le dis tout de go, ça ne servira à rien. Et puis, la souplesse de fonctionnement, parce qu'encore une fois, si on veut qu'il y ait une concertation sur l'ingénierie, on ne peut absolument pas alourdir les procédures et faire en sorte que le fonctionnement de ces agences soit trop complexe, sinon elles sont vouées à l'échec le plus total. Et pour ce faire, nous avons voté des amendements qui indiquent très clairement qu'il y a lieu à coordonner, à prendre en compte les politiques en matière d'ingénierie territoriale qui sont menées par les départements et à obliger l'État à passer par les départements pour ne pas réinventer ce qui existe déjà, mais pour consolider et pour valoriser ce que vous avez mis en place sur vos territoires. Ma source d'inquiétude, je vous le dis, c'est que la bienveillance unanime de la Haute Assemblée et du Sénat soit passée à la broyeuse de l'Assemblée nationale. Et je le dis sans embâche, sans malice non plus, mais je crois qu'il faudra être très vigilant, parce que si on veut avoir un outil équilibré et surtout qui s'inspire de ce que vous faites sur les territoires, qui soit efficient au service des territoires, nous avons besoin que les départements soient les vrais chefs de file de ces futures agences départementales. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire. Je suis venu aussi porter témoignage du débat que nous avons eu encore hier soir, qui s'est fini vers 21 h, et vous dire surtout que nous espérons, en tout cas, encore une fois, je crois que Gérard Larcher a dû vous le dire hier, c'est vraiment la demande à ce que cette PPL, qui valorise et qui renforce l'action des départements, puisse être étudiée le plus rapidement à l'Assemblée nationale, parce qu'il en va, encore une fois, de la vitalité et du développement, de toutes les formes de développement sur nos départements. Merci Mathieu pour tes propos. Je pense qu'ils sont extrêmement clairs, à la fois sur les enjeux et sur les risques. On va passer maintenant peut-être, alors justement, à la déclinaison sur les territoires. Je suis entouré donc de 2 présidentes, et donc eh bien, je vais simplement leur demander peut-être leur perception, leur projet, leur avis aussi sur cette agence nationale. Et je commence immédiatement par Valérie. Merci. Bonjour à tous. Peut-être, en effet, si vous souhaitez que je parle particulièrement de mon département, un petit département extrêmement rural, commençons par le début. Il y a un an, suite à des licenciements importants dans une entreprise qui travaille autour du secteur automobile, des manifestations, des appels au secours, le président de la République reçoit un groupe d'élus, dont je faisais partie bien évidemment, à l'Élysée, et nous lance un défi et nous dit en fait, évoquez-moi ce que pourrait être aujourd'hui un nouveau modèle de fonctionnement de l'hyper-ruralité. Donc en fait, beaucoup d'élus sont repartis en se disant on va sortir un catalogue de la Redoute, on va demander de l'argent à l'État. Et moi, peut-être un peu plus, comment dire, réfléchi dans ce qu'est aujourd'hui le contexte de l'État et des collectivités, me dire que cela serait peu durable et n'a guère de chance de fonctionner. Donc nous nous sommes mis à réfléchir, à travailler avec les élus du territoire, un peu les habitants aussi de participatifs, les consulaires, et de nous dire qu'un nouveau modèle, c'était quoi pour un département rural ? Il était question d'abord de constater qu'aujourd'hui, avec la loi MAPTA, avec la loi NOTRe et toutes ces transformations des collectivités, des petites communes, des petites intercommunalités à l'intérieur d'un département peu peuplé aujourd'hui, il s'agissait d'abord de pouvoir mobiliser les énergies, de construire une vision stratégique, d'inventer ce nouveau modèle autour peut-être de quelque chose qui existerait déjà. Et puisqu'on nous dit qu'il nous faut être innovants et expérimentés, en Creuse, nous avons la chance avec les services de l'État, la DDT, de promouvoir un modèle qui me semble assez intéressant, qui serait le premier SCOT rural à l'échelle départementale. Donc un SCOT, ça n'existe aujourd'hui qu'entre 2 intercommunalités, mais bon, une interco de 10 000 habitants avec une interco de 10 000 habitants, ça ne va pas changer la face du département. Donc aujourd'hui, nous nous engageons dans cette démarche, c'est-à-dire que le département doit être là, non pas avec son objectif de chapeauter ce qui pourrait se passer dans les intercommunalités, mais d'être aux côtés
des intercommunalités et des communes. Alors l'agence d'ingénierie, elle n'existe pas réellement aujourd'hui, sauf à dire que nous avons porté avec les intercommunalités des programmes Habitat, un centre d'instruction mutualisé, etc. Mais à se dire qu'il nous faut avoir beaucoup plus d'ambition et qu'à l'intérieur d'un SCOT, nous pourrions déterminer à l'horizon de plusieurs décennies ce que pourrait être notre projet autour de l'énergie, de la mobilité, autour de l'habitat, autour des questions de santé, etc. etc. Et donc c'est cette stratégie qui m'intéresse moi, pour dire dire aussi aux élus que, en fait, vous l'avez évoqué, les moyens, ils sont là, mais pas suffisamment mobilisés dans le département. Et nous avons tout simplement 2 documents très simples, je vous les communiquerai, j'en ai 11, qui sont de promouvoir l'écosystème des dispositifs mobilisables en Creuse. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que la DETR, qui d'ailleurs dans un département comme le mien n'est même pas consommée dans son intégralité. Il y a les questions de TEPOS, il y a les questions de CPER, il y a les questions de fonds européens, les questions d'AMI, d'appel à projet, bon, etc., etc. Et de tout cela, il faut que les élus comprennent que nous ne sommes plus dans un monde où il suffit de faire un petit 2 pages pour demander de l'argent à l'État, que cela marchera en partie, mais qu'il faut être encore une fois beaucoup plus ambitieux. Donc en fait, le modèle qu'on est en train d'écrire, c'est ce qu'on a l'ambition d'appeler un renouveau territorial. Et comment mobiliser tout ça? Donc il s'agit, on était à Caen mardi, il s'agit pour un département comme le nôtre, de ce qu'on est en train de faire, de préfigurer un laboratoire d'innovation publique qui doit être utile pour nous re-questionner dans nos fonctionnements, dessiner de nouvelles politiques publiques, mais de le proposer aussi aux intercommunalités et aux communes. Il s'agit de construire cette cohésion des outils. Alors, c'est toutes les relations aujourd'hui qui nous interrogent aussi avec des acteurs d'importance, ne serait-ce que la région. Le plus petit des départements dans la plus grande région de France, à l'extrême nord-est, très loin de Bordeaux. Donc, comment être considéré, comment être entendu, comment faire valider notre propre modèle aujourd'hui. Tout cela avec la bienveillance, bien entendu, de notre président de région. Mais quand vous parlez à une commune ou d'un Stradet, ils vont voir ailleurs parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, ils n'y voient pas l'intérêt pour eux et donc en fait ils deviennent non plus des acteurs mais des gens qui subissent. Et vous avez évoqué cette gouvernance partagée. Donc je suis allée rencontrer le préfet Morvan pour lui promouvoir notre modèle et il est évident que nous allons probablement être un des premiers départements qui allons tester l'agence de cohésion des territoires. Mais encore une fois avec ma vision et qui sera celle que nous pourrons aussi tester dans un département tel que le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, l'ingénierie de l'État, l'ingénierie de la région, l'ingénierie du département, etc., ce n'est pas entendable et que cette belle agence qui serait déclinée dans un département, eh bien, elle doit être à l'image d'un SCOT, c'est-à-dire partagée, organisée et que finalement, si nous préfigurons avec le plan particulier pour la Creuse, avec la mise à disposition d'un sous-préfet dans notre département pour réaliser ce que pourrait être ce renouveau territorial. On voit bien qu'aujourd'hui, au travers des ateliers qui se sont déroulés, les territoires et l'État en appellent à qui? Eh bien, au conseil départemental, qui a déjà engagé un certain nombre de réflexions et d'actions qui nous permettent d'être de véritables acteurs plébiscités, reconnus et efficaces. Donc c'est cela, je crois, sur lequel il faut que nous continuions à travailler dans notre petit département. C'est un micro-test, un micro-climat, un micro-contexte qui fait que je pense que la bienveillance du président de la République, des ministères, des services de l'État aujourd'hui pourrait être utile à tant d'entre nous. Et je tiens avec la plus grande détermination à continuer à porter ce message et vous dire que ce sera forcément une réussite en Creuse. Voilà. Merci. Alors, on va changer de géographie, Nathalie. Donc, un petit peu les mêmes questions. Une agence technique montée effectivement dans le département du Finistère.
Oui, un établissement public même. Quelques mots sur le Finistère. D'abord, donc un département à la fois urbain et rural, avec une métropole qui est à peu près un quart de la population, mais des secteurs très ruraux aussi, et beaucoup d'agriculture, comme vous savez. Donc un département, comme tous les départements, a une géographie et occupation de population particulière, et donc nécessité, comme dans tous les départements, de s'adapter à cela et de proposer eh bien des échanges locaux qui représentent cette configuration. Alors en plus, c'est pas un département ultramarin, mais c'est un département ultra-périphérique, et on a l'habitude de dire dans le Finistère que si nous nous chargeons pas nous-mêmes de faire des propositions et de nous organiser, il est difficile de voir les choses arriver toutes seules de l'extérieur. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, fin de la TESAT, fin de la présence et de l'expertise de l'État dans les départements. Pour le département du Finistère, le souhait aussi depuis de nombreuses années de sortir de ce qu'on appelait la politique de guichet et de travailler avec les collectivités locales sur des projets plus globaux et des objectifs partagés, des analyses aussi de territoires partagés. Donc ces deux éléments-là nous ont amenés à interroger les collectivités il y a quelques années déjà sur leurs besoins en termes d'assistance technique opérationnelle et en termes d'ingénierie également. D'un autre côté, dans le cadre des discussions que nous avions pour les contrats de territoire, nous avions aussi remarqué qu'au-delà de la question de l'assistance technique stratégique sur les thématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, le logement, les routes, l'aménagement des territoires, il y avait un besoin aussi en ingénierie culturelle, en ingénierie d'attractivité, en ingénierie autour du tourisme, et le département dispose soit directement, soit par ce qu'on appelle chez nous les satellites, mais qui sont en fait des opérateurs et des partenaires du département, de cette expertise-là et de cette capacité à la mettre à disposition des collectivités. Donc, nous avons fait le choix de construire un établissement public qui s'appelle Finistère Ingénierie Assistance, qui travaille sur ces questions donc d'aménagement des espaces, de voirie, de cheminement, d'habitat, de logement, d'équipement en général, et aussi d'eau potable et d'assainissement, puisque c'est une problématique qui était très attendue, sur lesquelles nous étions très attendus et pour laquelle nous disposions évidemment en interne d'une expertise forte. Donc, nous avons mis cela en place, cela fonctionne très bien. Nous évoluons en essayant de nous adapter, puisque les EPCI montent aussi en puissance et développent leur propre ingénierie, nous adapter à cela pour faire des propositions qui soient cohérentes, complémentaires. Et c'est donc un travail de concertation permanente avec les collectivités locales, avec les communes et avec les EPCI que nous développons dans le Finistère. Toutes les compétences ne sont pas au sein de Finistère Ingénierie d'Assistance, mais c'est Finistère Ingénierie Assistance qui ensuite, au vu du projet qui lui est proposé, fait appel au CAUE, au service eau et assainissement, voire à une agence qui permet de la maîtrise d'ouvrage déléguée, etc. Donc nous travaillons de cette manière-là et ça fonctionne plutôt bien. Autant dire que quand l'annonce a été faite de l'agence de cohésion des territoires, nous l'avons carrément pris comme une provocation, puisque nous sommes là depuis longtemps à faire ce travail, et l'État arrive en nous disant on va vous expliquer comment faire et on va vous dire exactement quoi faire sur votre territoire. On l'a déjà vécu sur d'autres thématiques d'autres fois. Je prends juste un exemple, les MAIA, les maisons pour l'autonomie des personnes atteintes des troubles d'Alzheimer. Nous étions très organisés dans le Finistère déjà sur ces sujets-là. Alors il y a toujours possibilité d'améliorer, hein, mais nous étions organisés, et venir plaquer cela, ça a créé une désorganisation incroyable. Donc, ce que je ne souhaite pas, évidemment, c'est que cette agence de cohésion des territoires vienne perturber notre organisation, alors même que la loi NOTRe nous a confortés dans cette compétence sur l'ingénierie et l'expertise technique. J'ai même proposé, puisque dans le même temps, le gouvernement nous a proposé de faire des expérimentations, de faire remonter nos projets sur la thématique, ce qui est assez paradoxal, hein, parce que d'un côté, on nous dit faites remonter vos projets, proposez vos expérimentations, et puis on vient dire non, on va vous expliquer comment faire avec une agence de cohésion des territoires. J'ai fait des propositions, à la fois sur cette question de l'ingénierie et de l'assistance technique,
mais aussi sur les moyens financiers, puisque j'ai proposé que la DETR et le FSIL soient étudiés. Alors je ne dis pas que je vais gérer les fonds de l'État, mais au moins que nous puissions avoir une instance de concertation pour pouvoir travailler ces sujets-là. Eh bien, ça fait plus d'1 an que j'ai adressé mes courriers et je n'ai pas de réponse du Premier ministre là-dessus. Donc, nous sommes organisés, nous faisons des propositions et il n'y a pas de retour, ce qui est vraiment dommageable. Je le pense. Nous avons des moyens de trouver localement des réponses. Donc, je ne voudrais pas que cette volonté descendante de l'État sur nous nous empêche de continuer à travailler. Donc, nous allons évidemment continuer dans ce sens-là. Mais je ne voudrais pas non plus pour le Finistère. Après, c'est vraiment dans chaque territoire, je pense qu'il faut s'organiser. Pour le Finistère, je ne vois pas non plus une autre manière descendante qui serait du département vers les collectivités. Nous nous sommes organisés aussi pour travailler ensemble. Je souhaiterais que nous puissions mettre en place une conférence territorialisée d'exercice partagé de la compétence sur ce sujet pour échanger avec les collectivités. Un autre exemple, très rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons décidé dans le Finistère de faire une contribution finistérienne au SRADET, donc au schéma régional, et nous avons travaillé pour cela avec nos partenaires des collectivités locales, avec nos agences de prospective. Nous avons travaillé sur le sujet et nous avons fait une contribution. Donc notre état d'esprit, nous, c'est toujours de continuer à proposer pour le territoire des suggestions sur des organisations et des modes de faire. Et j'aimerais quand même que nous ayons des réponses de l'État, parce qu'il semblerait que les expérimentations de ce type, pour l'instant, le gouvernement les entende contre collectivités, mais dès qu'il s'agit de faire une proposition d'expérimentation, soit de ce qu'ils estiment être les compétences de l'État, ou quand on veut essayer de mettre un peu le regard, je ne dis pas autre chose, sur la manière de coopérer mieux sur la diffusion de l'argent public sur les projets. On l'a tous vécu, hein, à des inaugurations, des endroits où on a des financements d'un projet à plus de 80% d'argent public, et puis d'autres où finalement il y a beaucoup moins, alors que la thématique demandait certainement à ce que nous nous mobilisions aussi. Donc voilà les propositions du Finistère. Moi j'attends vraiment que le gouvernement nous réponde là-dessus, plutôt que de venir à nouveau nous proposer de nous plaquer quelque chose qui ne correspondrait pas, alors je ne dis peut-être pas valable pour tous les territoires, mais en tout cas dans le Finistère, qui ne correspondrait pas ni à notre souhait de travailler, ni à nos besoins réels en termes d'ingénierie et d'expertise. Oui, merci Nathalie. On voit bien, on a parlé depuis 2 jours de recentralisation. On est là, hein, au cœur même d'une vraie évidence de volonté de recentralisation. Donc merci vraiment pour vos 2 interventions. Je vais maintenant passer la parole à Joël Beaugrasset. Joël est, je disais, conseiller départemental d'un très beau département, la Haute-Savoie. Il est surtout président de la Fédération nationale des CAUE. Donc je voudrais peut-être l'interroger sur, pour lui, la valeur ajoutée qu'apportent les CAUE, quels sont effectivement les positionnements actuels de ces CAUE et qu'est-ce qu'il envisage à l'avenir comme évolution possible. Merci, bonjour à toutes et à tous. Juste une petite parenthèse par rapport à Tony Estanguet qui valorisait si bien l'image des JO de 2024. Donc Paris 1924. Mais c'est Chamonix 1924 aussi, 6 mois avant, donc c'est important de le dire. Et Grenoble 1968 et Albertville 1992. Naissance d'un grand champion, Jean-Claude Killy, qui a été reconnu au niveau international. Et même si les JO ne se sont pas déroulés en 2018 en Haute-Savoie comme on l'espérait, on a quand même un champion, Martin Fourcade. Cette fois-ci, ça permet de parler des Pyrénées, parce que pour la montagne, je l'aime et je pense qu'il faut en faire aussi la promotion, parce que le sport se pratique certes en plaine, mais également en montagne, et des fois ça fait du bien de prendre un peu de hauteur. Et donc je voulais aussi le rappeler que dans l'esprit olympique que nous porterons pour 2024, n'oublions pas la montagne, parce qu'elle génère aussi de l'activité économique. Ça me permet de faire le lien aussi, parce que dans l'image, elle était formidable, cette image tout à l'heure. On a commencé par les violonistes qui étaient comme ça sur la longueur pour donner le ton. Ça veut dire aussi que la culture, elle accompagne tout cela. Et c'est aussi pour ça que l'architecture est une expression de la culture. Et je suis agriculteur, donc vous imaginez, en plus, j'ai pas de famille
où j'aurai quelqu'un qui serait architecte urbaniste ou je ne sais quoi. Donc je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit ici à l'Assemblée des départements de France. Simplement, c'est que j'y ai pris du plaisir parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir cet art qui malheureusement n'est pas enseigné à l'école en dehors des écoles d'archi. Et j'ai eu cette sensibilisation grâce au CAUE. Le CAUE, je l'ai rencontré en 1992 lorsque j'ai construit mon bâtiment agricole. Donc j'ai eu un face-à-face avec un archi. C'était la première fois que j'en rencontrais un comme ça. C'est vrai que les archis sont toujours un petit peu bizarres quand même. Il y en a certains qui ont des grosses lunettes, les autres des façons de s'habiller un peu avec des couleurs très prononcées. Et donc c'est vrai qu'il faut déjà oser les rencontrer, mais quand on vous dit que c'est gratuit puis qu'ils vous donnent un bon conseil, donc c'est déjà sympa. Donc c'est une première approche. Et puis ensuite, avant d'être élu en 2000, lorsque j'ai restauré mon ancienne ferme pour y habiter avec mon épouse, j'ai eu la chance de rencontrer un autre architecte qui en plus avait un accent anglais, mais qui était un architecte conseil du CAUE et qui m'a très bien conseillé pour la restauration de mon bâtiment. Et une fois de plus, j'ai vu une des missions du CAUE sur le conseil aux particuliers. Et puis, dans ma vie antérieure, avant d'être élu, j'étais vice-président des jeunes agriculteurs et j'ai même été au Centre national des jeunes agriculteurs avec Pascal Coste, président du département de la Corrèze. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est déjà retourné dans son beau département. Mais cette activité syndicale m'a fait porter aussi le fait que l'agriculture, vous savez, c'est les espaces verts en périphérie des villes qu'on grignote au fur et à mesure pour y mettre de l'aménagement commercial, où là on va quand même donner l'identité de la France. C'est vrai, quand on sillonne les territoires en France, l'identité principale entre chaque territoire, c'est ces super zones commerciales qu'on a en périphérie, qui demain, avec le développement d'Internet, on va être obligé aussi de gérer de la friche. Bref, c'est une petite aparté, mais c'est aussi pour vous dire qu'en tant qu'agriculteur, je suis sensible au fait qu'un département, tous les 10 ans, de sa surface agricole utile, disparaît. Donc, la question de fond pour moi, en tant qu'agriculteur, c'est de se dire, dans un département comme la Haute-Savoie, avec 12 000 habitants de plus chaque année, comment on fait entre les forêts, les montagnes, et puis les zones agricoles pour arriver à caser tout ce monde. Donc l'intérêt, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir à la problématique de l'aménagement du territoire, l'approche paysagère, donc du coup le E de CAUE. Et partant de là, quand je suis arrivé au département en 2001, conseiller général, je me suis dit, tout de suite, je veux être administrateur du CAUE. Alors peut-être que dans certains départements, il se passe comme ça, et moi c'est ce que j'ai un peu vécu la dernière mandature, lorsqu'il y a eu le renouvellement massif de nouveaux élus, eh bien, ont été désignés au CAUE des gens qui, en plus de toutes leurs charges et de leurs responsabilités, sont arrivés dans un conseil d'administration où ils n'étaient pas très impliqués. Et pourtant, je me dis, un conseil d'administration de CAUE, c'est vraiment une gouvernance territoriale, puisqu'on a tout le monde, tous les acteurs du cadre de vie, qui sont là autour de la table. Donc il y a les représentants de l'État. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument réinventer l'eau chaude alors qu'ils sont partie prenante, puisque dans les représentants de l'État, il y a les DDT qui sont autour de la table, il y a l'éducation nationale, puisque c'est de la pédagogie autour de l'architecture, du cadre de vie, il y a les représentants des professionnels, il y a la société civile et bien sûr les élus départementaux qui sont là théoriquement pour donner le ton. Donc je m'y suis très bien retrouvé. J'ai cheminé mon petit bout de chemin au département avec le CAUE et puis progressivement j'ai voulu aussi prendre en main les choses et donc c'est pour ça que je suis président du CAUE de Haute-Savoie, de l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes pour faire aussi réseau avec les périphéries de ces grandes régions et pour montrer aussi aux grandes régions que les territoires sont animés par un réseau de gens qui sont encore sur les territoires parce que si à l'époque de 1977, quand on a créé les CAUE via la loi sur l'architecture en disant l'architecture est une expression de la culture et pour cela on crée les CAUE, je voudrais quand même rappeler ce qu'avait dit Michel Dornano, le ministre de la Culture et de l'Environnement à l'époque, qui dit le choix de cette formule originale par rapport à des institutions comparables également chargées de services publics comporte 3 conséquences. Une localisation géographique proche des usagers, que je vous ai démontré par mon explication tout à l'heure. Une concertation permanente entre les partenaires du cadre de vie et une autonomie du CAUE par rapport aux autres institutions. Alors, c'est peut-être un peu ce qui peut coincer. C'est vrai qu'il y avait un journaliste d'une revue du bâtiment qui disait « les CAUE sont des ovnis », c'est-à-dire des objets
volontairement non identifiés. Alors c'est peut-être pour ça qu'à certains moments, vous savez, du poil à gratter, des fois c'est un peu énervant, enfin bon, voilà. Mais je suis agriculteur issu du syndicalisme, je trouve que le poil à gratter, ça fait pas de mal, parce que ça, en permanence, ça nous évite de nous ranger dans des façons très conventionnelles de travailler, et d'être là un peu pour pousser les choses et remettre en cause, ou tout au moins aussi apporter des éléments pour construire demain. Le CAUE devrait aider à harmoniser les politiques suivies par chaque administration dans le domaine du cadre de vie, assurer une coopération plus fructueuse entre les professions concernées, ouvrir le dialogue avec les usagers. Lieu de rencontre de tous les acteurs, il ne dépend de manière privilégiée d'aucun d'entre eux, même si la loi a voulu affirmer la prépondérance des élus dans un souci de démocratie locale. Voilà. Je trouve que ce préalable, il est bien parce que ça le rappelle, c'est un rappel de la loi. Après tout, vous aimez aussi quand vous allez voter des lois que derrière, il en reste quelque chose. Et je trouve que cette loi de 77, aujourd'hui, elle nous parle encore, même si entre-temps, il y a eu la décentralisation avec l'envie de l'État de remettre son grain de sel alors qu'ils ont enlevé dans les DDE tous les gens qui pouvaient instruire les permis de construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Eh bien, effectivement, les questions d'avoir des personnels qui peuvent accompagner les collectivités locales. Mais les CAUE ont bien cette mission en amont de tout cela, c'est-à-dire d'apporter premièrement un conseil aux candidats à la construction. En dessous de 150 mètres carrés, les gens, les maîtres d'ouvrage privés n'ont pas recours à un architecte, à un homme de l'art. Alors même si c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une manière très amusée, c'est pas facile d'aller rencontrer un homme de l'art, parce que souvent, en fait, ce que j'ai remarqué à force de les côtoyer, les architectes, ce ne sont pas des grands communicants, parce qu'eux, ils communiquent parce qu'ils se construisent. Alors c'est soit ils le vivent avec une certaine humilité, un effacement, ou alors c'est des nombrils à pattes, vous voyez ces bestioles, enfin je ne sais pas comment vous les décrire, mais qui sont inabordables. Alors même s'il faut respecter la biodiversité, je pense que ce genre de bestioles-là, il faut faire attention. Mais cela dit, vous savez, c'est quand même, ce sont des gens qui construisent notre quotidien. Et quand je suis arrivé ici sur la place Sainte-Anne et que j'ai vu ce bâtiment, franchement, il vous dit quelque chose. En même temps, comme les architectes savent bien faire de la médiation autour des bâtiments, ils vous disent que celui-ci, notamment avec son beffroi, son donjon, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, très contemporain, est en dialogue avec le bâtiment d'en face qui est la cathédrale. Et donc, bon, c'est vrai que le dialogue, je ne l'ai pas vraiment vu, mais je ne l'ai pas entendu non plus. Mais c'est ce qu'ils nous disent. Alors, respect, mais c'est vrai qu'il imprime quelque chose, il nous dit des choses. Il nous dit aussi qu'on est ici dans un bâtiment qui vaut un peu plus de 100 millions d'euros. Donc, ça a généré de l'économie. C'est un chantier qui a duré à peu près une dizaine d'années. Mais enfin, vu l'âge du bâtiment, 10 ans de respect pour essayer de le comprendre et de lui donner une nouvelle vie, je pense que c'est pas mal. C'est bien, c'est du respect. Et c'est ça aussi. Parce que le temps de l'élu n'est pas le temps de la construction d'un territoire. Et ça, c'est aussi une problématique. Parce que c'est vrai que quand on est élu, on a tout de suite envie que les choses avancent et eh bien, il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. L'agence technique, c'est ça. Alors, il ne faut pas non plus que le président du département ou on coupe, pas de problème. Il ne faut pas non plus que le président du département ou bien un vice-président qui sera en charge de la question de l'aménagement du territoire, qu'on soit homme orchestre ou femme orchestre, c'est très bien. Qu'on soit chef d'orchestre, pardon, c'est très bien. De multiples structures au service des territoires, mais il ne faut pas non plus être homme orchestre ou femme orchestre. Voilà, je trouve que... Et du coup, comment est-ce que les CAUE vont s'adapter demain? Eh bien, on s'adapte sur le principe d'être partenaire des autres structures, ADIL. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Les agences techniques départementales. On a aussi toutes les structures qui travaillent autour de l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des impératifs d'économie d'énergie, mais quid de l'architecture? Donc en fait, on a toujours nos grains de sel à ramener. Un CAUE, il a toujours son grain de sel à ramener, mais en même temps, il est important parce qu'aujourd'hui, dans la complexité, c'est important aussi qu'on puisse dialoguer. Et étant donné que derrière, un CAUE, il a l'intérêt de ne rien vendre comme service, eh bien au moins, il a une liberté de parole que l'on peut prendre ou pas. Le C de conseil. Voilà. Merci Joël. Donc on a eu des
des témoignages de départements, on a le CAUE. Maintenant, on va passer à un autre domaine avec Stéphanie. C'est le domaine notamment de la sécurité, avec effectivement ces laboratoires départementaux. Je vais un peu poser les mêmes questions, Stéphanie, c'est-à-dire quelles sont les problématiques, les enjeux, que faut-il faire et quelles sont les évolutions? Merci Jean-Léonce, le tout en 5 minutes 4 minutes 30. 4 minutes 30, qui dit mieux. Bonjour à toutes et à tous, merci Jean-Léonce. Quand on parle effectivement d'ingénierie, on oublie en fait en général les laboratoires départementaux d'analyse en matière de politique sanitaire. Or, il existe, et vous le savez, hein, beaucoup d'entre vous connaissent ces laboratoires départementaux pour en avoir sur leur territoire, il existe un véritable réseau sanitaire départemental en France. L'année dernière, lorsque le président Bussereau m'a confié la présidence du groupe de travail de l'ADF chargé des laboratoires départementaux d'analyse, avec le soutien de Jean-Léonce, j'ai pu au cours de ce travail vraiment mesurer l'importance du service rendu à la fois au niveau local mais également au niveau national, à un moment où vous le savez l'exigence de qualité sanitaire fait la une des journaux, on ne compte plus les épizooties animales en lien avec la crise de l'agriculture, l'affaire Lactalis, les œufs contaminés au fipronil et j'en passe, et donc le constat est clair, les laboratoires départementaux d'analyse c'est vraiment un outil analytique de pointe, j'insiste de pointe, au service de l'économie locale, mais pas que l'économie locale. C'est tout l'aménagement du territoire qui est concerné. Les LDA, hein, laboratoires départementaux d'analyse, c'est 70 départements en France, Jean-Léonce vous l'a rappelé, c'est 4000 agents. Les domaines concernés sont très nombreux. C'est pas que la santé animale et végétale, l'élevage, la pêche bien évidemment, mais c'est aussi l'hygiène alimentaire, l'eau, l'environnement et tout ça c'est avec des équipements de pointe, 60 salles d'autopsie, souvent avec des zones de confinement, donc des investissements colossaux pour empêcher la diffusion notamment de virus très dangereux. Des personnels également très qualifiés. Le rôle également indispensable en matière de veille sanitaire, à ce rôle-là s'ajoute un rôle très très clair et très central lors des crises sanitaires. Vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent puisqu'ils ont eu à le vivre sur leur territoire. Les laboratoires départementaux peuvent être réquisitionnés par le préfet, bien évidemment en cas de crise, puisque par leur proximité géographique, par l'expertise de nos laboratoires, il y a une capacité à la fois de réaction rapide et efficace pour effectivement faire face à des épizooties qui sont très dangereuses. Plus récemment, on a effectivement eu à endiguer la grippe aviaire, la fièvre catarrhale à l'ovine ou bien la peste porcine africaine, et on voit bien que ce sont des fléaux qui nécessitent une réactivité bien au-delà d'aspects purement économiques et business, d'où le rôle des départements. Le rôle est donc indispensable, il est indispensable également pour toutes les exportations animales. Les laboratoires départementaux sont au cœur de l'ingénierie, pas qu'économique. C'est véritablement un enjeu d'aménagement du territoire. À ces crises, cette possibilité de crise, puisque l'État, clairement, s'est désengagé depuis plusieurs années et a transféré la compétence de facto sur les laboratoires départementaux. Il y a une véritable expertise en matière d'aide, d'analyse, de conseil aux collectivités locales, mais pas que. Dans vos collèges, bien évidemment, sur toute la surveillance sanitaire de la restauration collective, pour toute la qualité de l'air dans les établissements accompagnant du public, vous avez affaire aux laboratoires départementaux, les vôtres, ou ceux qui sont à côté, bien évidemment, parce que c'est également un enjeu de politique sanitaire. Et puis, les petites entreprises du secteur agroalimentaire, souvent les plus petites, effectivement, doivent réaliser des autocontrôles et pour leur production. C'était toute la problématique de l'affaire Lactalis notamment. Et bien évidemment, souvent les laboratoires départementaux d'analyse sont là, compte tenu de cette proximité et réactivité. Également, au-delà de la veille, de la prestation, des crises sanitaires, les laboratoires départementaux de plus en plus
d'ailleurs travaille auprès des centres de recherche et d'innovation au profit de filières agroalimentaires locales. On voit notamment en Vendée un énorme travail porté par le laboratoire autour de la mortalité des abeilles, tout ce qui est travail sur la conchiliculture, le lien entre la qualité de l'eau et la mortalité des coquillages, la filière équine également dans le Calvados, et plus récemment des études sur les emballages alimentaires dans les micro-ondes. Donc vous voyez que les laboratoires départementaux d'analyse sont assez méconnus de la population et pourtant ils la servent au quotidien. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu contradictoire avec le fait qu'on connaît très peu. Alors pour répondre à la deuxième question de Jean Léonce, après avoir porté un constat, c'est quels enjeux? Alors bien évidemment, il y a des difficultés et des arbitrages nécessaires compte tenu de l'importance du rôle des laboratoires départementaux, mais également arbitrage avec les difficultés économiques et budgétaires que traversent les départements sur la nécessité de soutenir et jusqu'où les laboratoires départementaux. Donc ça, c'est une problématique. Les laboratoires départementaux ont un modèle économique hybride et complexe. La grosse difficulté à l'heure actuelle, au-delà de leurs problématiques juridiques, c'est que ils sont d'une part, vous l'avez vu, délégataires de missions de service public. Ils doivent rendre des services à l'État, ils doivent être réquisitionnés constamment, c'est-à-dire il y a une demande endiguer toute crise. Et sur ces missions de service public, il n'y a pas de rétribution à juste coût, à due proportion par l'État des coûts engendrés. Et pourtant, on a parlé tout à l'heure de zones de confinement, on a parlé de matériel extrêmement performant qui doit permettre de répondre à ces crises. Et pourtant, il faut maintenir ce matériel, crise ou non. Et également se pose une double difficulté, c'est la double peine des laboratoires départementaux. En plus de ces missions de service public, s'ajoute un marché concurrentiel très fort avec l'ouverture à la concurrence de nombreux marchés de l'analyse. Je veux parler notamment celui de l'eau depuis 2006, qui fait que les laboratoires, pour survivre, doivent également jouer sur cette jambe du marché concurrentiel et doivent se comporter également, non plus comme des délégataires de missions de service public, prestations étatiques, mais comme de vraies entreprises, des businessmen ou women. Donc on en arrive vraiment à une équation très compliquée. C'est l'un des principaux enjeux. Et là, il faut également que l'État puisse rétribuer à juste proportion ces services qui sont rendus. L'autre difficulté, elle est juridique et là, je sais que certains d'entre vous la connaissent et la vivent en ce moment, puisque 10 départements sont concernés, 6 laboratoires qui se sont vus attaqués par une association qui s'appelle APROLAB, une association de laboratoires privés qui ont porté le contentieux et plainte devant la Commission européenne pour aide d'État, en considérant que ces 6 laboratoires sur les 10 départements recevaient des aides des départements, des aides publiques qui étaient incompatibles et illégales avec le traité communautaire et donc entraînaient une distorsion de concurrence. Ça, c'est une problématique sur laquelle nous sommes en train de travailler, notamment avec le ministère de l'Agriculture. La Commission européenne étant prête à mettre fin au contentieux, à condition que la France, et il faut que là l'ADF et les départements montent au créneau et continuent à faire ce travail auprès des ministères, notamment de l'agriculture, à condition que la France reconnaisse ses missions de service public attachées aux laboratoires départementaux d'analyse, puisque depuis des années, l'État s'est désengagé sur les laboratoires départementaux et reconnaît cette qualité d'expertise en matière lorsqu'il y a des crises. Donc, il faut sanctuariser certaines missions de service public qui échapperaient donc au marché concurrentiel et qui échapperaient donc à toute plainte de subventions publiques qui pourraient être vues comme illégales et incompatibles avec le traité communautaire. Et enfin, il y a également une grosse problématique, et c'est ma dernière phrase, Jean Léonce, mais qui est importante. Dans les liens avec l'État, la grosse problématique des laboratoires départementaux est que il n'y a pas de politique sanitaire gouvernementale globale. En fonction du ministère, et vous avez vu, les laboratoires départementaux au quotidien interviennent sur des domaines extrêmement et des secteurs extrêmement variés, il n'y a pas de politique
cohérente, unique. Donc en fonction de la politique qui va être et du ministère concerné, la vision sur le sanitaire va être différente. Et il faut absolument que l'État puisse, en lien avec l'ADF et les départements concernés, imaginer, et véritablement, ça n'est pas juste pour les départements, puisque vous voyez que les populations sont les premières concernées par les crises, véritablement avoir une politique qui soit, qui adopte une ligne cohérente, une ligne assez homogène, quel que soit le ministère, quel que soit finalement le secteur concerné, puisqu'il s'agit, in fine, de la santé, de la sécurité publique, de nous toutes et tous. Donc voilà, un véritable enjeu, une ingénierie, et on n'a pas fini, je pense, de parler des laboratoires départementaux dans les prochains mois. Merci Stéphanie pour cette synthèse. Alors, on a tout à l'heure parlé, Joël, d'irritants, etc., de dialogue, de discussion, d'ouverture. Nous avons un grand témoin dans la salle, qui est Patrick Weiten, qui va prendre le micro. Alors, je ne sais pas s'il y en a un à attendre, et voilà, il descend. Et donc, Patrick va intervenir, je crois, sur les CAU. Oui, sur l'ingénierie publique en général, en vous donnant l'expérience du département de la Moselle, qui s'est d'abord appuyé sur une réflexion en matière d'aménagement du territoire et de relations avec les territoires, avec les communes, les intercommunalités, la métropole, savoir comment le département de la Moselle se comportait. Et lorsqu'on a abordé cette réflexion stratégique, on a découpé notre département en 5 grands territoires. On a considéré que le partenariat s'installait avec les intercommunalités dans une coproduction d'une politique d'aménagement du territoire. Et s'est posé immédiatement la question des outils, la question des moyens, la question de l'expertise publique. C'est cette question qui s'est posée en adaptant celle-ci au contexte particulier de chacun des territoires. Et c'est le département qui peut s'adapter à ce contexte très particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre une boîte à outils à la disposition des maires, des plus petites communes, jusqu'à la métropole. Nous avons à ce moment-là créé notre agence technique. Elle a 4 ans. Aujourd'hui, 75% des communes et des intercommunalités sont adhérents de cette association que nous avons créée, qui est Moselle Agence Technique, qui a produit près de 200 études, ce qui représente plus de 30 millions d'euros d'investissements qui sont réalisés sur notre territoire. C'est dans le cadre à la fois de l'aide à la décision. Les élus, les maires ont besoin de moyens techniques pour décider avec dans tout le contexte de la politique publique de construction, d'aménagement du territoire, les grandes questions générées par les performances énergétiques, l'accompagnement sur la négociation dans le cadre des contrats de délégation de services publics, la compétence en matière de gestion financière. Toutes ces questions se posent en permanence aux maires et je crois qu'il est important qu'on puisse les armer. Et on a parlé tout à l'heure de satellites ou de filiales. Effectivement, nous avons souhaité organiser et mettre à disposition de chacun des maires les filiales qui correspondent aux politiques publiques que les départements et les communes ont à assumer. C'est l'habitat et c'est le logement. Je crois que nous allons de plus en plus être confrontés à ces politiques de l'habitat et du logement et je crois qu'il est essentiel, la préservation des espaces naturels et des espaces agricoles, les besoins en matière d'habitat doivent nous obliger à mettre en place des réflexions stratégiques et c'est la raison pour laquelle notre office public d'HLM est aujourd'hui à disposition d'une réflexion globale entre les départements et les territoires. Nous avons créé un syndicat mixte qui a pour responsabilité de gérer le déploiement de l'infrastructure numérique dans près de 400 000, auprès de 400 000 habitants, 130 000 foyers, 120 millions d'euros d'investissement. Nous avons fait le choix de l'affermage. Et nous avons créé ce syndicat mixte et comme notre agence technique, nous sommes dans une co-gestion, une gouvernance partagée entre les intercommunalités, les communes et le département. Et cela s'est traduit également par une réflexion qui a été portée sur le CAUE. Une réflexion stratégique, c'est quelle est la place du CAUE dans toute cette ingénierie
publique mise à disposition des communes. Et c'est la raison pour laquelle, comme un certain nombre de départements, je crois 7 aujourd'hui en France, nous avons décidé d'avoir une direction partagée entre le CAUE et notre agence technique pour avoir un outil qui parle d'architecture, qui parle d'environnement, qui parle d'urbanisme, qui parle de technique, qui parle de maîtrise d'ouvrage déléguée, puisque notre société d'économique, tu le sais, tu as été président de cette belle institution qui était celle des sociétés publiques locales. Et je crois que là aussi, c'est important de mettre ces outils départementaux à la disposition. Tout cela pour vous dire, en écho à ce que vient d'évoquer monsieur le sénateur, c'est que nous n'avons pas créé artificiellement une agence départementale de cohésion territoriale. Nous faisons. Nous ne sommes pas dans l'incantation, mais dans la réalité. Et on a créé un observatoire socio-économique pour voir de quelle façon nos politiques publiques d'aménagement produisent des résultats démographiques, économiques, sociaux sur chacun des territoires dans leur diversité. Et donc moi je considère personnellement que cette agence, c'est une nouvelle tutelle sur les territoires et sur les collectivités. J'en suis intimement convaincu parce que celui qui détient la connaissance et l'expertise détient le pouvoir. Le seul problème, c'est que c'est décidé depuis le haut et ça s'impose à la base. La pyramide, elle doit être dans l'autre sens. Elle doit s'appuyer sur une base. C'est pas la pointe qui fait la base, c'est la base qui fait la pointe. Et donc pour moi, c'est éminemment important d'avoir une réflexion stratégique en matière d'outils mis à disposition des élus pour qu'ils soient pleinement responsables face à leurs électeurs, face à nos concitoyens, d'une politique d'aménagement du territoire, de leur quotidien et de leurs espaces. Et je terminerai, et je m'adresserai à monsieur le sénateur, on vint de faire passer un amendement dans le cadre de la loi de finances, du projet de loi de finances, sur le financement de ces agences techniques en utilisant la taxe d'aménagement. Je crois qu'aujourd'hui, elle est surtout dirigée et spécialisée vers le CAUE ou vers les espaces naturels. Je crois qu'il serait important d'ouvrir cette taxe d'aménagement au financement également de ces structures d'expertise. Je crois que ce serait une excellente chose parce que nos élus ont besoin d'une expertise de qualité pour continuer à faire tout simplement vivre la démocratie de proximité au service de nos concitoyens. Merci. Je voudrais remercier évidemment l'ensemble des intervenants. Je m'excuse auprès d'eux. La pression était forte, les temps étaient extrêmement courts. Mais vraiment, merci de leur intervention. Il est clair que l'ingénierie territoriale est une des bases fondamentales de la solidarité des territoires. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on veut de la performance. Nous sommes performants. On veut de l'efficacité, nous sommes efficaces. On veut de la diversité et l'ensemble des témoignages montre bien que nous sommes sur des champs extrêmement larges et donc efficaces et performants. Alors pour terminer peut-être et conclure, j'ose une provocation. Est-ce que notre technostructure parisienne souhaite fondamentalement le succès des territoires? Je crois qu'on se pose la question. J'espère qu'un jour nous aurons les bonnes réponses. Merci à vous tous. C'est donc la fin de ce 88e congrès des départements de France qui avait lieu à Rennes où Public Sénat était installé pendant 2 jours. Nous continuerons bien sûr à vous faire vivre les grands rendez-vous des élus locaux à partir du 19 novembre et pendant 4 jours. Nous serons au cœur du 101e congrès des maires de France. Et puis je voulais bien sûr remercier toutes les équipes techniques et éditoriales qui vous ont permis de suivre ce congrès des départements. Merci à TV Rennes et merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Assemblée des départements de France et TV Rennes, vous a présenté le Congrès des départements de France.